Euh, L'idée, c'est de représenter aujourd'hui dans quel cadre nous parlons de cette scolarisation pour les enfants polyhandicapés. Alors, comme l'a dit Bruno, effectivement, j'ai travaillé toute ma carrière dans la région du Nord et donc beaucoup de gens m'ont connu un petit peu. J'ai aussi beaucoup travaillé sur le PNDS et la recommandation HAS sur le polyhandicap. Et c'est donc à tous ces titres que je viens reprendre la parole aujourd'hui et vous replanter le décor que Bruno vient de nous planter brillamment. Ben voilà, je vais redire sans doute à peu près les mêmes choses, mais voilà. Il est essentiel, je crois, et c'est vraiment quelque chose qui est important à dire et à redire toujours, de respecter le cadre existant. Alors, le cadre existant, c'est d'abord un cadre réglementaire et un cadre de textes divers et variés. Et la première chose, c'est évidemment la Convention internationale la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et je mets excusez-moi, je mets le minuteur pour que je ne me trompe pas dans mon temps. Alors, et maintenant, voilà, c'est bon. Donc, cette convention internationale qui donne un cadre complètement international et qui est complété par la classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap dans sa version enfant, qui est parue donc en 2001 au niveau international et qui a été traduite en France en 2010, je crois. Et donc, nous avons des textes qui, depuis un certain nombre d'années, ont commencé à planter le décor et à permettre de réfléchir à toutes ces opportunités. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui et qu'on est arrivé à la circulaire de 2020. Bien sûr, un autre texte qui a préparé les choses, c'est la loi du 11 février 2005, parce que sans cette loi, les choses n'auraient pas continué à avancer, étant donné qu'elle a complété et vraiment beaucoup étayé tout ce qui avait été dit déjà depuis 1975 à partir de la loi du 30 juin 1975 en France. Et donc, la loi du 11 février 2005 a permis de reposer les choses et de donner là aussi une première définition du handicap dans laquelle, pour la première fois, on voit apparaître le mot de polyhandicap dans un texte de loi, puisque précédemment, c'était apparu dans des circulaires, mais pas dans un texte qui avait force de loi. Et donc, ça a permis de continuer à travailler et de continuer à préparer cette scolarisation pour tous les enfants. Sachant que scolarisation ne veut pas dire systématiquement aller dans une école, mais bien avoir des apprentissages de type scolaire. Et donc, la circulaire du 2 juillet 2020, qui est venue compléter, comme l'a dit Bruno, tout l'ensemble législatif, a permis que l'éducation nationale se saisisse également de tout ce qui était dit déjà et se l'approprie. Et je pense que c'est aussi très important parce que il fallait que tout le monde se mette dans le bain. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que ça dépend de votre... voilà. Nous avons complété tout ça par le décret du 9 mai 2017 dont Bruno a parlé, qui redéfinit la population en termes législatifs, et puis qui est repris à la fois dans le PNDS avec la validation en 2018 de la Société française de neuropédiatrie sur la définition du polyhandicap et de ses conséquences dans la vie des enfants et des personnes polyhandicapées.
Et puis, la recommandation HAS de bonnes pratiques professionnelles, qui est parue, elle aussi, en novembre 2020, comme le PNDS était paru en mai 2020. Et donc, la recommandation HAS qui a repris cette même définition. Donc, voilà, le cadre maintenant a été largement précisé et il est important de le souligner à chaque fois, puisque nous allons travailler sur le fait que ces enfants sont à la fois polyhandicapés, mais aussi capables d'apprentissage. Et bien sûr, comme l'a dit Bruno, la définition du polyhandicap est très importante. On a bien précisé, il est bien précisé dans tous les textes qui sont parus que nous avons à peu près 3 caractéristiques qui permettent de se faire une idée de ce qu'est un enfant polyhandicapé, même pour des gens qui n'ont pas encore forcément été acclimatés. Et donc, ces enfants n'accèdent généralement pas du tout à la marche, du moins pas à une marche libre telle que nous la connaissons. Ils ont généralement un niveau intellectuel de déficience intellectuelle profonde, ce qui effectivement ne contredit pas du tout le fait qu'ils soient capables d'apprentissage, puisque déjà depuis longtemps dans les IME, on a bien vu que les enfants avec une déficience intellectuelle profonde étaient capables d'apprentissage. Et malheureusement, leurs troubles moteurs et leurs déficiences permettent généralement qu'ils aient un langage oral extrêmement rudimentaire. Et c'est aussi tout l'enjeu de la scolarisation, c'est par quels moyens de communication allons-nous entrer en lien avec eux, en relation avec eux, pour pouvoir leur permettre de progresser dans les apprentissages. Et donc, la question qui se pose par rapport à ces apprentissages, c'est quels sont les objectifs. Je ne vais pas, comment dirais-je, trop interférer avec Madame Estelle Atlan parce que je ne voudrais pas lui démolir son travail. Donc, je pense qu'elle précisera bien les objectifs et je crois qu'il faut être très précis sur ces objectifs puisque c'est ça qui va être le support général de leur scolarisation. Et puis, bien entendu, la question qui se pose, c'est aussi la question des conditions de scolarisation, conditions que nous allons détailler un petit peu. Il leur faut d'abord une installation sécurisée. Et je pense que c'est très important et vital, je dirais, de faire une gestion prévisionnelle des urgences. Les urgences, pour moi, sont principalement les fausses routes. Les fausses routes qui ne surviennent pas seulement au moment des repas, mais qui peuvent survenir à tout moment, puisque l'enfant peut avaler sa salive et faire une fausse route. Et puis, bien sûr, il y a la gestion des crises d'épilepsie qui pose aussi des problèmes dans la scolarisation, mais qui est généralement moins dangereuse en termes vitaux, mais par contre très délicate en termes de gestion sur le terrain. Par ailleurs, la scolarisation, évidemment, doit permettre aussi le maintien des soins et de la rééducation, puisque les besoins de santé de ces enfants sont énormes. Ils ont besoin d'être dans de bonnes conditions, d'être aussi quelquefois bien installés pour les apprentissages. Et parfois, la verticalisation peut être une condition de les mettre en bonne position. Ils ont besoin d'être vigilants et donc, s'ils ont fait une crise d'épilepsie 5 minutes avant, ben, c'est peut-être pas le jour à choisir pour les apprentissages, etc., etc. Et ils ont besoin de tous leurs soins d'ergothérapie, de kinésithérapie, d'orthophonie, etc. Et bien sûr, la question centrale, c'est la question de la communication avec le projet individuel de communication qui doit être évidemment très précis pour chaque enfant, puisque c'est lui qui va conditionner la réussite aussi de ses apprentissages. Et nos actions vont avoir donc un effet domino sur le développement de l'enfant, puisque si cet enfant a le désir de communiquer et que nous arrivons à entrer en lien avec ce désir, eh bien, ça va continuer à lui donner de l'appétence pour la nouveauté, parce que les enfants sont curieux,
en général, et les enfants polyhandicapés également. Et donc, cette appétence pour la nouveauté va lui donner également une nouvelle compréhension du monde, une ouverture sur le monde qui l'entoure, de plus en plus importante par osmose, enfin, par toutes sortes de moyens. Et donc, cet effet domino va faire que l'enfant aura un développement intellectuel qui va pouvoir être plus fluide, même s'il est plus lent que celui d'un enfant ordinaire, évidemment. Et donc, cette dynamique doit être vraiment préservée dans tous les projets de scolarisation. Projets qui peuvent être évidemment des projets sur place dans un IME ou bien des projets dans une école si les conditions précédentes sont réunies. Donc, voilà, je pense qu'on m'avait demandé de poser quelques prérequis. C'est vraiment vital que la communication soit bien étudiée et que l'ensemble des personnels qui ont affaire avec cet enfant au moment de ses apprentissages soient bien au courant du mode de communication qui est particulièrement adapté à cet enfant-là. C'est vraiment vital, et au sens propre du terme, que la santé de l'enfant soit prise en compte à tout moment et dans toutes circonstances, parce que si cette santé de l'enfant n'est pas prise en compte, eh bien forcément ça aboutira à des catastrophes. Il va falloir donc réfléchir intensément au lieu de scolarisation, et je crois fortement que le lieu de scolarisation peut parfois être une école, mais qu'il n'est pas indispensable à la scolarisation que l'enfant soit systématiquement dans une école, et que peut-être il y a une progression à respecter pour que tous ces prérequis soient respectés également. Et bien entendu, il faudra aussi prévoir comment l'aide humaine pourra se mettre en place, puisque l'aide humaine est permanente chez ces enfants qui deviendront des adultes. Et donc, cette aide humaine, comment va-t-elle être organisée et vérifiée sur place? Toutes ces conditions sont nécessaires à respecter pour pouvoir se donner des objectifs de scolarisation. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci